Aujourd'hui, je vais vous parler de Fast and Furious 7. C'est une série de films, j'avais pas vu tous les Fast and Furious quand je suis allé voir le 7 là. J'avais vu que le 2 que j'avais détesté, le 5 que j'avais moyennement aimé et le 3 que j'avais beaucoup aimé. Il était question que le héros du 3 revienne dans le 7, du coup ça m'a donné envie de le voir. J'ai adoré la bande-annonce. Donc voilà, donc finalement je suis allé le voir avec mon meilleur ami et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Du coup, je vais commencer par faire une fiche technique pour présenter un peu le film. Le tableau bien pas bien, conclusion, anecdote et spoiler. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell. Fast and Furious 7 est un film d'action réalisé par James Wan, qui est un spécialiste des petits budgets puisqu'il a réalisé le premier Saw qui a coûté 1 200 000 $, Insidious qui a coûté 1 500 000 $ et The Conjuring qui a coûté 20 millions de $. C'est écrit par Chris Morgan, le mec qui a juste assassiné Wanted de Mark Millar. Un de ces quatre, je ferai une vidéo sur le comics Wanted et son adaptation complètement hors sujet. C'est produit par Original Film, One Race Film, Dentsu et Relativity Media. La musique est composée par Brian Tyler, qui est assez prolifique en ce moment à Hollywood. Je l'avais découvert dans John Rambo en 2008 et j'avais aimé ce qu'il avait fait. Et puis j'ai été un peu déçu de ce qu'il avait fait avec The Expendables. Et ma déception s'est poursuivie sur tout ce que j'ai vu d'autre de lui. Pas parce que c'est forcément mauvais, mais parce que je trouve que c'est sans âme et que c'est très vite oubliable. Par exemple, il a composé la musique des 3 Expendables, Alien vs Predator Requiem, Dragon Ball Evolution, les Fast and Furious de 3 à 7, Que justice soit faite, Iron Man 3, Insaisissable, Thor le monde des ténèbres et Ninja Turtle sorti cette année qui était une bouse. Et au final je me dis que si j'ai aimé ce qu'il a fait sur John Rambo, c'est parce que c'est pas sa musique mais plutôt un remake de celle des anciens Rambo. Côté casting on retrouve Vin Diesel, Paul Walker qui est mort le 30 novembre 2013, autrement dit quand le tournage n'était pas encore terminé, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Jason Statham, Dwayne The Rock Johnson, Kurt Russell, Tony Jaa, Ronda Rousey et Lucas Black qui fait seulement un caméo. Côté doublage on retrouve Frédéric Van Dendrich, je crois que ça se dit comme ça, qui double Vin Diesel dans les Fast and Furious depuis le 4 et qui double habituellement Liam Neeson dans Taken par exemple, Boris Redinger ou Relinger, je sais pas comment ça se dit, qui est la voix habituelle de Jason Statham et qui double souvent aussi Colin Farrell. Et enfin Philippe Vincent qui double Kurt Russell comme souvent, qui double aussi beaucoup Kevin Bacon, par exemple dans Hollow Man, L'Homme sans ombre ou X-Men le commencement, et qui a doublé aussi Woody Harrelson dans un film que j'adore qui est Les Blancs ne savent pas sauter. Le film est sorti en France le 1er avril 2015, aux États-Unis le 3 avril 2015, il dure 2h17 pour un budget estimé entre 190 millions de dollars selon Allociné et 250 millions de dollars selon IMDb. On passe maintenant au bien pas bien. Alors pour le bien pas bien, je vais commencer par les pas bien, parce que même s'il y a des points négatifs, c'est pas un problème si on passe outre, et les qualités rattrapent les mauvais point. Premier mauvais point, c'est la réalisation qui parfois est un peu répétitive. Le réalisateur utilise certains effets, comme le fait d'accélérer l'image à certains moments pour que des plans longs deviennent des plans courts, et là, il l'utilise à outrance. Ensuite, les bagarres sont parfois pas lisibles, comme beaucoup de films hollywoodiens aujourd'hui. J'avais trouvé en sortant de la salle que le film se prenait un peu au sérieux, un peu trop au sérieux, et puis finalement j'ai vu le 4, j'ai revu le 5 et j'ai vu le 6, et finalement c'est dans la continuité de l'histoire, donc je trouve pas que le film se prenne plus au sérieux que ça. Les scènes sérieuses fonctionnent en fait. Ensuite, j'ai trouvé en sortant de la salle que les scènes d'action étaient trop longues. Mais en y réfléchissant, je pense que c'est pas forcément la faute aux scènes d'action qui sont trop longues et qui ne sont pas répétitives en plus, mais c'est la faute à mon avis à la musique, qui elle est répétitive par contre. Quatrième mauvais point, Statham et The Rock sont un peu en retrait dans le film. Je pensais qu'ils seraient beaucoup plus présents. Cinquième mauvais point, le personnage de Tyrese Gibson est lourd, et de plus le film avance, il est de plus en plus lourd, donc c'est le personnage qui est censé être comique et il est pas drôle pour moi. Et dernier mauvais point, la bande-annonce spoil à mort. Donc si vous l'avez pas vu et que vous avez envie de voir le film, ne regardez pas la bande-annonce, elle vous spoil la fin de toutes les scènes d'action. C'est pour ça que sur la télé derrière, j'ai mis la bande-annonce de Fast and Furious 6 et non pas de Fast and Furious 7. On passe maintenant au bon point. Le premier bon point, c'est le ton du film. Côté très actionneur des années 80-90 avec les Stallone, les Schwarzenegger, Bruce Willis. Et ça fait vraiment plaisir parce que le fait d'avoir des vrais effets spéciaux, ça nous met vraiment dans le film. Et puis ces films avaient un côté, c'est pas possible. On le sait, on le fait quand même, et puis le public est content, et puis voilà. À ceux qui diraient ouais mais c'est pas possible ce qu'ils font, la seule réponse à donner c'est la preuve que c'est possible, il vient de le faire. Deuxième bon point, c'est le casting, parce que dans le même film on se retrouve quand même avec Vin Diesel, The Rock, Statham, Michelle Rodriguez et les autres qui sont un peu moins connus mais qui sont bien quand même. Ensuite, pour ceux qui s'inquiétaient de l'absence de Paul Walker, les doublures sont invisibles.
Moi j'y suis allé en sachant qu'il y aurait des doublures, etc. Et vraiment je les ai cherchés pendant tout le film. Et il n'y a pas un plan où je me suis dit, là c'est clair, c'est une doublure. Si vous avez peur de ça, c'est pas un souci, foncez le voir. Les doublures posent aucun problème. Toujours par rapport à Paul Walker, le film contient un hommage que j'ai trouvé absolument génial. Et j'y reviendrai dans les spoilers. Ensuite, il y a des répliques qui sont vraiment mortelles. Des répliques qu'on pourrait pas sortir dans la vraie vie parce qu'elles sont tellement longues que la personne en face obligée nous couperait la parole. Mais là c'est un film, donc on fait ce qu'on veut. Donc on nous sort des tirades hyper marrantes. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont bien. Et en plus, du coup, ça fait repenser au film de Schwarzenegger, de Stallone, Bruce Willis, où il sortait des répliques aux méchants assez marrantes. Et dernier bon point, pour ceux qui aiment les voitures, on passe pas 3 minutes sans qu'il y ait une voiture à l'écran ou une voiture qui fonctionne ou quoi. Dans le film, ils font absolument tout avec leur voiture. C'est comme quand on est gamin et qu'on a des petites voitures, mais on n'a pas les bonhommes qui vont dedans. Autrement dit, on fait tout avec les voitures. Donc on imagine quand ils vont faire les courses, ils vont rentrer dans le magasin avec la voiture. Quand ils montent un escalier, ils montent l'escalier avec la voiture. Quand on poursuit un avion, on ouvre les deux portes et on dit que la voiture elle vole. Voilà, le film c'est exactement ça. Ils font tout avec leur voiture. Donc pour ceux qui aiment les voitures, c'est vachement bien. Pour l'anecdote, donc tout le monde doit le savoir normalement, et puis je l'ai dit dans la fiche technique, Paul Walker est mort le 30 novembre 2013, c'est-à-dire alors que le tournage n'était pas encore fini. Il y avait des scènes à finir, du coup on a pris ses frères pour faire la doublure corps et après incruster le visage de Paul Walker par-dessus, comme David Fincher avait fait sur The Social Network. Mais c'est pas ça l'anecdote. L'anecdote c'est que Paul Walker est mort, ça fait un moment que Vin Diesel et Paul Walker se connaissaient puisque les deux tournaient déjà dans Fast and Furious 1. Et puis Vin Diesel en mars 2015 a eu une petite fille et il l'a appelée Pauline, en hommage à Paul Walker. Voilà. Donc on peut imaginer que ça avait été un garçon, il l'aurait appelé Paul. Là c'était une fille, donc Pauline. Voilà, c'était l'anecdote qui tue. Tchou. Donc au final, est-ce que je conseille le film? Oui, je le conseille, à condition que ça vous dérange pas de voir des gens normaux faire des choses improbables dans les films. Plus qu'improbable, même impossible, puisque improbable c'est ce qui peut arriver mais qui arrive rarement, tandis que impossible c'est ce qui ne peut pas arriver physiquement. Donc, et là ce qu'ils font dans le film ne peut pas arriver physiquement. Si vous le regardez en acceptant ça, que les personnages puissent faire des choses impossibles, etc., et qu'en plus ça vous fait plaisir, vous allez aimer le film. Si vous êtes réticent à ça, n'allez pas le voir, vous allez perdre votre argent. Et voilà, donc c'est un film pas prise de tête, qui est bien, que je reverrai sûrement plusieurs fois. Mais après c'est pas un chef-d'œuvre ni de divertissement, ni un chef-d'œuvre tout court. Donc voilà, donc si vous avez envie de le voir, allez le voir. Si vous n'avez pas envie d'aller le voir, n'allez pas le voir. Si vous saviez pas si vous deviez aller le voir ou pas, eh ben, vous êtes encore dans votre mouise. Donc voilà, en espérant que j'ai quand même un peu aidé. À plus. Pour les spoilers, je vais revenir sur le ton du film parce que c'est un ton très particulier. C'est un ton de film qui s'assume comme étant un film. Et ça c'est vachement bien, ça j'ai adoré. Par exemple, au moment où toutes les voitures sautent de l'avion avec les parachutes, Paul Walker, juste avant de descendre, il dit une phrase comme vous pensiez pas qu'on ferait mieux que la fois d'avant ou un truc comme ça. Et donc ça c'est le genre de phrase qui brise le quatrième mur et qui s'adresse aux spectateurs en disant ouais t'as vu, tu pensais qu'on ferait pas mieux, ben regarde ce qu'on fait. Donc ça je trouve ça vachement bien. Un autre truc sur le brisage du quatrième mur aussi, j'ai bien aimé dans le 6, quand je sais plus qui voit l'équipe adverse et dit mais c'est exactement nous, lui c'est machin, enfin ils ont les mêmes caractéristiques que nous, lui c'est le bidouilleur, lui c'est le méga pilote, lui c'est le machin, et finalement on a l'impression que le personnage prend conscience que c'est un film et du coup brise le quatrième mur en balançant les astuces d'écriture du scénariste. Le scénariste se dit on va faire une équipe, ce sera l'équipe Némésis de l'équipe de Vin Diesel, et donc ça c'est une facilité scénaristique, tu fais les mêmes personnages et en fait c'est les méchants. Et là en gros c'est comme si le personnage s'apercevait de ça et balançait le scénariste en disant le scénariste il est bidon en fait, et ça j'ai trouvé ça super marrant. Le scénario du film, c'est Kurt Russell qui le fait avancer. Comme il y avait un épisode de South Park où il disait Morgan Freeman dans les films il sert à venir expliquer l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a le film et puis hop, il y a Morgan Freeman qui arrive et qui explique le film. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que South Park a fait cet épisode là et ensuite il y a le film Lucy qui est arrivé de Besson
Et c'est exactement, Morgan Freeman ne sert vraiment qu'à ça. Il joue un conférencier, un scientifique qui fait des conférences machin, et qu'est-ce qu'il fait dans le film? Il explique le film, il explique l'histoire des 10% machin, etc. Donc ça c'est trop marrant. Et donc là c'est pas Morgan Freeman, mais c'est Kurt Russell. Il arrive, il explique le film, il explique le scénario, et puis après on passe à autre chose, on s'en fout du scénario, et puis on attaque les courses-poursuites, les machins, etc. Ça j'aurais pu trouver ça saoulant, qu'on prenne un acteur comme ça, connu, qu'on le fasse venir juste pour expliquer l'histoire, et puis ensuite il se recasse. Mais en fait, la dernière fois où on le voit, il a sa petite heure de gloire, etc. Où on le voit dans un hangar, il attaque Jason Statham avec tous ses hommes. On l'a pas vu se battre de tout le film. Tout est noir, et là il met ses lunettes, il active la vision infrarouge, et puis là il sort 2 flingues et il commence à défourailler tout le monde. Donc il a sa petite heure de gloire, il sert pas qu'à raconter le scénario. Donc ça j'ai bien aimé le côté, oui t'es là pour raconter l'histoire certes, mais on va te faire une scène où ton personnage est cool quoi. Un mot sur l'hommage, je n'aimais pas forcément Paul Walker, pas parce que je l'aimais pas, mais parce que je l'avais vu dans quasiment aucun film, sinon les Fast and Furious. Donc je m'intéressais pas, donc forcément si je m'intéresse pas, je ne peux pas aimer. Et là l'hommage à la fin est vachement bien, je l'ai dit dans les bien pas bien qu'il était bien. Je vais commencer par la mort de Toretto. Ils nous font croire que Toretto va mourir, et à ce moment-là du film, je me suis dit, il faut mourir Toretto, comme ça, comme c'est le personnage principal en gros, avec Paul Walker, mais c'est plus Vin Diesel quand même, on fait mourir Toretto, autrement dit il n'y a plus de Fast and Furious 8, et le personnage de Paul Walker reste vivant. Parce que le fait de faire mourir le personnage de Paul Walker pour justifier le fait qu'il ne revienne plus dans les films d'après, sachant que le mec est mort en vrai, ça revient à tuer 2 fois la personne. Le mec est mort et ensuite on le retue dans le film en disant bon, allez, on passe à autre chose, il se casse maintenant lui, et puis voilà. Donc de faire mourir Toretto, ça aurait permis de faire disparaître la série et en laissant vivant Paul Walker. Et puis en fait non, parce qu'il est pas mort. Et ensuite on a la scène de la plage, où Toretto commence à partir en disant tu lui dis pas au revoir, et il dit non pas la peine, on se quitte pas vraiment. Il part, il prend sa voiture, et donc voilà, je pensais que le film allait s'arrêter là, et puis en fait non, il y a Paul Walker qui le rattrape, donc il y a Vin Diesel qui part, et il y a Paul Walker qui reste avec lui en gros, comme si Vin Diesel continue sa vie à lui, mais que Paul Walker est toujours là, il est encore présent quoi. Et là, j'ai pas forcément d'analyse précise sur la signification des plans ou quoi, mais il y a un champ contre champ de Vin Diesel qui est dans sa voiture, qui regarde Paul Walker qui est dans sa voiture à lui, qui l'a rattrapé, ils sont au même niveau. Paul Walker, enfin là c'est pas Paul Walker, c'est Paul Walker numérique, et l'image est hyper lumineuse, comme si c'est Paul Walker qui revenait du ciel pour le regarder une dernière fois et tout. Et là il se regarde, il y a plusieurs champs contre champs, il y a la voix de Vin Diesel qui parle. Là, on sort complètement du film. Là, c'est Vin Diesel qui s'adresse à Paul Walker. Il n'y a plus de Toretto, il n'y a plus de Brian O'Connor. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Ce qui clôt le film, c'est un vrai hommage adressé à Paul Walker, et c'est plus une mise en abîme de on s'adresse au personnage du film. Non, là, c'est à Paul Walker qu'on s'adresse. Et je me suis dit, si on avait fait un hommage pareil avec l'acteur qui me vient là, c'est Sylvester Stallone par exemple, mais parce que j'ai revu ses films quand j'étais petit, etc., et que je l'aime bien, et l'homme et l'acteur, et le scénariste aussi, et le réalisateur. Stallone mourrait et on lui ferait un hommage comme ça dans le film, je pense que là j'aurais été ému quoi. Là j'étais pas loin d'être un peu ému, alors que j'aime pas Paul Walker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais revenir sur les bagarres. Je trouve que les bagarres ne sont pas forcément bien filmées. On part du principe en général qu'il faut bouger la caméra dans tous les sens pour donner du rythme à la bagarre. Mais le problème c'est que quand on a Jason Statham et The Rock, normalement on n'a pas besoin de faire ça. Et du coup on foire un peu les bagarres, notamment celles de The Rock et de Jason Statham, alors que c'est des mecs qui maîtrisent ce qu'ils font. The Rock, il a été catcheur pendant un moment, même si le catch c'est pas non plus le truc le plus crédible du monde. Et voilà, il a quand même une certaine habitude, et Jason Statham est quand même balèze dans ce truc-là. Donc ça c'est dommage. J'ai l'impression qu'il fait un peu moins quand il s'agit de Tony Jaa. Il n'y a pas besoin de faire que c'est intense, ça se voit que c'est intense quand il se bat et tout. Et d'ailleurs Paul Walker, ça va que c'est un film et qu'on se dit non c'est un film et puis je m'en fous, mais Paul Walker absolument pas crédible face à Tony Jaa. Tony Jaa qui se bat, il dégage une énergie que Paul Walker ne dégage pas. Paul Walker peut paraître crédible face à d'autres mecs qui sont nuls aussi en combat ou quoi, mais face à Tony Jaa il a l'air de rien.
Et c'est dommage quoi. Limite Tony Jaa devient un point négatif alors que ce qu'il apporte est vachement bien parce que ce mec là est hyper balèze. Donc l'apparition de Tony Jaa décrédibilise un peu le héros, c'est dommage. Et à contrario, le truc du méchant qui est hyper balèze et qui décrédibilise le héros, ça par contre j'ai adoré dans Fast and Furious 6, du coup je l'ai vu entre temps, après avoir vu le 7. La bagarre avec Anne et un autre mec dans le métro face à je sais pas qui. De manière bête, on se dit Anne, il est asiatique, il touche sa bille en combat. Et en fait, pas du tout. C'est un pur occidental au niveau combat, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui sait pas se battre. Et c'est hyper marrant. À chaque fois qu'il veut mettre une droite ou quoi, il rate le mec. Il se fait complètement exploser et la scène devient comique à cause de ça. Un mot sur le tribalisme qu'il y a dans les films Fast and Furious. Dans les films Fast and Furious, il y a Dom Toretto, joué par Vin Diesel, et qui est à la tête implicitement d'un clan ou d'un gang ou machin, où il est le chef, le père. Les infos passent par lui, c'est lui qui prend les décisions, il protège les membres de son clan, quoi, de sa famille comme il dit. Et voilà, donc il y a un fort côté tribal dans le film, et j'ai toujours un peu été contre le tribalisme, justement parce que on accepte n'importe quoi d'une personne à partir du moment qu'elle fait partie de notre clan, notre tribu ou machin, et on ne ferait pas preuve de la même clémence envers quelqu'un qui ne fait pas partie du clan. Et donc ça c'est une injustice, et donc j'ai toujours été contre. Le fait est que les humains ont besoin de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux, et donc le fait d'appartenir à un clan ou quelque chose, ou un gang, ou un groupe, ne serait-ce qu'un groupe d'amis ou quoi, c'est bénéfique à l'être humain et tout, et ça attire tout le monde. Mais malgré tout, j'étais contre à cause de ce problème d'injustice, de pardonner aux uns et pas aux autres. Même si quelqu'un va faire quelque chose de pas très grave, on va pas lui pardonner alors, parce qu'il fait pas partie du clan, et quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, on va lui pardonner et faire comme s'il avait rien fait parce qu'il fait partie du clan. Mais en fait, le problème, c'est pas le tribalisme. Le problème, c'est les décisions qu'on prend. C'est-à-dire que quelqu'un qui a tous les pouvoirs dans un clan et qui prend que des mauvaises décisions, forcément, rien ne va marcher. Dans une démocratie, si le peuple vote les mauvaises lois, prend les mauvaises décisions, ça va pas marcher. C'est exactement la même chose. Dans une démocratie, par exemple, si on a envie de voter la peine de mort, autoriser la peine de mort, la lapidation, les châtiments physiques, n'importe quoi, si du moment que le peuple le vote, c'est pas parce que c'est une démocratie que tout ça ne peut pas arriver. Le problème n'est pas le mode de fonctionnement, c'est-à-dire démocratie, monarchie, machin. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait, c'est les décisions qu'on prend. Et quand le chef est un bon chef, comme Vin Diesel dans la série Fast and Furious, à ce moment-là, ce système-là fonctionne et peut même être le meilleur des systèmes. En fait, le truc de la démocratie, c'est qu'on ne met pas tous nos œufs, entre guillemets, tous nos œufs dans le même panier. Toutes nos courgettes dans le même panier. Du coup, si jamais il y a un mec qui est un taré, qui pète un plomb et qui veut faire n'importe quoi, il peut pas parce que le pouvoir est partagé. Ce qui n'est pas le cas, en dictature, en monarchie, etc. Quoique monarchie, il faut voir. Mais pas en dictature, par exemple. Mais même une dictature, il suffit que la personne ne soit pas un taré et qu'elle prenne que les bonnes décisions pour son peuple, etc. Et c'est un système qui peut fonctionner. Et donc là, finalement, Vin Diesel, le tribalisme, c'est une dictature à petite échelle. Et ça fonctionne parfaitement. Pourquoi ? Parce que Vin Diesel, dans le film, a des valeurs, qu'il agit pour le bien de sa famille. Et d'ailleurs, il y a une réplique que j'adore, quand on lui parle de ses amis, et il dit « c'est pas mes amis, c'est ma famille ». Quand le tribalisme est bénéfique, il me va très bien. Quand il n'est pas bénéfique, ça me va pas du tout. C'est-à-dire, par exemple, juste une aparté, quand on voit à la télé tous les incompétents qu'il y a, qui disent n'importe quoi sur n'importe quoi, qui balancent des informations qui sont mensongères ou tronquées ou machin, on se dit qu'ils sont là parce qu'ils connaissent les bonnes personnes et puis c'est tout, quoi. Et là, par exemple, c'est un mauvais tribalisme. On va mettre en place des personnes qui nous sont proches plutôt que de mettre des personnes compétentes. Alors que la télé se porterait beaucoup mieux s'il y avait des personnes compétentes à la télé plutôt que des personnes qui font partie du même milieu, des copains et des machins. Donc voilà, donc ça c'est un mauvais exemple de tribalisme, et Fast and Furious, le bande dans Fast and Furious est un bon exemple de tribalisme. Donc voilà. Un autre truc que je me suis aperçu hier en re-regardant Fast and Furious 5, c'est Dwayne Johnson, The Rock et Vin Diesel. Pour moi, c'est les Stallone et Schwarzenegger d'aujourd'hui. The Rock a le capital sympathie de Schwarzenegger, qui même s'il tournait en débouze, les gens l'aimaient bien. Ce qui n'est pas le cas de Stallone, parce que quand Stallone a tourné en débouze, il s'est fait détruire.
Et Vin Diesel, il a le côté un peu animal blessé de Stallone, avec ses yeux qui tombent un peu sur les côtés, son côté sans expression un peu. Donc voilà, et au final, le duel Stallone-Schwarzenegger que tout le monde a toujours attendu quand Stallone et Schwarzenegger étaient jeunes, et qui n'est jamais arrivé, même vieux, ils ont tourné dans Évasion, les deux, ils se mettent sur la tronche un petit peu. Et donc ce fameux duel qui n'a jamais eu lieu, et bien là on le retrouve dans le Fast and Furious le 5, avec The Rock et Vin Diesel, qui sont les nouveaux Schwarzenegger et Stallone, et qui là se mettent sur la tranche. Pour finir, j'ai bien aimé les répliques très style années 80-90 des actionneurs de Schwarzenegger en particulier, mais aussi de Stallone et puis Bruce Willis aussi. Donc je finirai avec une réplique de The Rock au moment où Statham lève le doigt comme ça en disant 2 secondes, je termine de pirater ton ordinateur et ensuite je viens t'éclater. Et The Rock lui dit range-moi ce doigt ou sinon je le pète en 6 et je te le carre où le soleil ne brille jamais. Donc voilà, donc c'est tout. Ciao.